Bonjour, pensez-vous qu'il est possible d'être jeune, libre, à la tête d'une entreprise nomade et toujours à la recherche de nouveaux horizons et des nouveaux leviers de croissance? Bienvenue sur Business We Like, votre rendez-vous avec le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat libre. Je suis Dételina Duteil, investisseuse et coach en investissement immobilier et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelqu'un de très spécial. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à cette chaîne. Bonjour Olivier Roland. Bonjour Dételina. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Olivier, tu es infopreneur, créateur du label Les Rebelles Intelligents, auteur du livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Exactement. Tu as formé de nombreux blogueurs professionnels et tu œuvres pour la création d'entreprises dématérialisées sur Internet. Mais au fond, qui es-tu vraiment, Olivier Roland? Qui je suis vraiment au fond? Bah écoute, un éternel curieux, voilà. Quelqu'un qui adore explorer des nouveaux domaines et faire des choses intéressantes. Donc j'ai arrêté par exemple l'école à 18 ans, j'aime bien dire que j'ai un bac-2 pour créer ma première entreprise dans l'informatique. Et aujourd'hui, bah voilà, comme tu l'as dit, je suis à la tête d'une entreprise entièrement sur Internet qui me donne une liberté géographique totale, qui me permet de voyager plus de 6 mois par an depuis 2011 et qui me permet d'inspirer, d'impacter des centaines de milliers de personnes chaque mois et ça c'est magnifique. Et aussi de gagner très bien ma vie à des niveaux auxquels j'aurais jamais pu rêver il y a ne serait-ce que 10 ans. Est-ce que tu as quelque chose de spécial justement pour avoir réussi à créer une entreprise qui te ressemble, une entreprise en perpétuel développement en fait, où tout le monde peut le faire? Bah écoute, moi j'aime bien dire que je fais partie des gens ordinaires qui faisons des choses extraordinaires. Donc je pense pas que j'ai fait des choses absolument hors de portée ou tellement compliquées que ça s'adresse à une toute petite partie de la population. Je pense que ce que j'ai fait c'est assez simple, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est relativement simple. Et que ça demande le bon état d'esprit, d'apprendre les bonnes méthodes de fonctionnement, et ça s'apprend, et puis de persévérer, quoi, tout simplement. Donc je ne pense pas que tout le monde peut le faire, mais je pense qu'une grosse partie des gens pourraient le faire, qu'une grosse partie des gens ne va pas le faire, ça c'est une autre histoire, mais que pour ceux qui le veulent, il y a de bonnes chances de pouvoir arriver à faire quelque chose comme ça, oui. Très bien. Alors, ton livre, justement, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, au titre volontairement provocateur, prêche Oui. que l'école n'est pas adaptée en fait aux entrepreneurs. Or, Non. où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller se former pour être prêt aujourd'hui à relever les défis du monde actuel? Bah oui, donc dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, donc voilà, j'ai un bel exemplaire ici. Il y a deux grosses parties. La première, c'est une critique du système éducatif et comment contourner par soi-même les limites. Et notamment, effectivement, comme tu le dis, une des critiques que je fais, c'est que le système n'est pas adapté alors non seulement aux entrepreneurs, mais à tous les gens que j'appelle les rebelles intelligents, c'est-à-dire des gens qui ressentent au fond d'eux l'envie, la volonté de réussir autrement. Et souvent, se réussir autrement, donc déjà, c'est pas. Ils se rendent compte que, tu vois, on leur a dit passe ton plus gros diplôme, fais du métro, boulot dodo pendant 40 ans, et éventuellement, après, tu pourras profiter de la vie. Que ça, en fait, c'est pas suffisant. Et souvent, donc, pour eux, la réalisation d'eux-mêmes, ça passe par la création. Ça peut être la création artistique, comme écrire un bouquin ou une pièce de théâtre. Ça peut être créer sa propre aventure, comme aller faire un tour du monde pendant 1 an. Ou ça peut être de créer son entreprise, tout simplement. Et j'essaie en fait dans ce livre, j'ai vraiment voulu écrire un guide pour ces rebelles intelligents, déjà pour leur dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes normaux, c'est juste que déjà vous ne faites pas partie de la majorité, vous êtes une minorité importante mais une minorité quand même, et le système n'est pas conçu pour vous, donc c'est normal que vous ne vous sentiez pas bien. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir il y a quelques temps,
Assez récemment, en fait, quelqu'un a laissé sur Amazon un commentaire qui disait avec tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, j'ai non seulement découvert que je suis un rebelle intelligent, mais qu'en plus j'étais un rebelle intelligent sans manuel d'utilisation. Et ça, c'est le manuel d'utilisation pour être un rebelle intelligent efficace. Et ça m'a fait plaisir parce que c'était exactement ma mission avec ce livre. Donc, en fait, il faut bien se rendre compte que le système éducatif, même s'il a évolué depuis, bien sûr, a été conçu à la fin du 19e siècle et a été conçu dans l'esprit de cette époque-là, et avec notamment pour objectif de fournir des citoyens productifs dans l'économie et la société d'alors. Et donc, ça veut dire que l'école a été conçue dès le départ pour former des bons ouvriers, des bons employés, des bons soldats, parce que c'est exactement ce que la société attendait à la fin du 19e siècle. Et oui, il y a eu pas mal d'évolutions depuis, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de cette philosophie qui est restée dans l'inconscient collectif, dans les principes de base. Je veux dire, voilà, il n'y a pas si longtemps, le maître était assis sur son estrade, il représentait l'autorité suprême, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Tu vois, tu as les sonneries qui délimitent le temps des cours comme à l'usine. Enfin, il y a pas mal de parallèles que tu peux faire avec le fonctionnement d'une usine en fait. Et clairement, l'objectif des gens qui ont créé ce système, c'était pas d'encourager la créativité, l'audace, la rébellion, pas du tout. Faut se rendre compte que quand même, quand Jules Ferry a instauré l'école gratuite obligatoire en France en 1884, c'était 14 ans seulement, c'est rien du tout, hein, après la Commune de Paris qui était une révolution sanglante communiste, et le gouvernement de l'époque avait peur d'encourager l'autonomie, la créativité chez les gens. Ils voulaient au contraire que les personnes soient obéissantes à l'autorité. Donc je parle spécifiquement de la France, c'est le pays que je connais le plus, mais j'ai aussi étudié les autres pays occidentaux et francophones, et grosso modo c'est un peu la même histoire partout, hein. Ces principes se retrouvent dans tous les pays occidentaux. Voilà, quand vous êtes naturellement rebelle, créatif, iconoclaste, que vous sortez des sentiers battus, le système n'est pas fait pour vous. Le système n'a pas été pensé pour vous. Et du coup, c'est normal que vous vous sentiez un peu étouffé dedans. Et donc, quand vous êtes entrepreneur, que ce soit dans l'âme ou que déjà, hein, parce qu'on peut être entrepreneur avant d'avoir créé son entreprise, juste parce qu'on a l'étoffe, on a l'envie, on a la perspective, il faut comprendre ça déjà, et ça peut mettre longtemps. Donc j'espère avec mon livre que j'ai permis à certains de prendre des raccourcis. Et il faut comprendre que déjà, attendre que le système se réforme, bon courage, ça va prendre des décennies. Et de toute façon, vous regardez n'importe quelle réforme, ça prend au minimum des années, en général plusieurs décennies. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, vous avez la société qui avance de plus en plus vite. Et donc, même si l'école arrive à mettre en place une réforme, le temps qu'elle arrive, cette réforme, le monde a tellement avancé qu'elle est déjà obsolète en fait. Et que le système éducatif a toujours un train de retard, voire plus, sur la société. Donc, une fois qu'on prend conscience de ça, qu'on se dit « Ok, je suis un rebelle intelligent, je veux créer ma propre voie il y a des carences dans le système. » Et attention, il y a des carences, je ne suis pas non plus en train de dire que tout est acheté, évidemment. Je dis juste qu'il y a des carences, voilà. Eh bien, on se rend compte que ça ne sert à rien d'attendre que le système se réforme et que donc, il faut prendre les choses en main, il faut prendre le taureau par les cornes et contourner par nous-mêmes ces limites, ces lacunes du système. Et donc, ça implique d'apprendre à apprendre. Tu vois, c'est aussi une critique que je fais du système. Tu peux rester 20 ans ou plus de ta vie sur les bancs de l'école, on ne t'apprend jamais à apprendre efficacement. Comment t'expliques ça? Enfin, c'est juste aberrant. Il faut développer ses compétences par soi-même. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a accès à des ressources absolument incroyables qui étaient inimaginables il y a serait-ce que 25 ans. Et je ne parle même pas du temps des grands-parents de nos grands-parents, époque où a été créé le système. Très intéressant. Simplement, tu t'en doutes que c'est pas évident de se rebeller contre le système qui est instauré depuis des siècles. Comment fait-on pour se rapprocher de ses semblables, pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir parfois désespéré, pour ne pas se sentir face à une montagne de travail et de défis à relever? Y a-t-il un monde des entrepreneurs? Oui, alors déjà, on n'est pas obligé d'être binaire. C'est-à-dire que juste être blanc ou noir, 0, 1, vrai, faux. C'est-à-dire qu'on n'est pas… Quelqu'un qui prend conscience de ça, il n'est pas obligé de tout de suite quitter le système scolaire et d'aller vivre dans le désert en mangeant des sauterelles, tu vois.
Là, ça serait un peu too much. Non, il peut juste rester dans le système. C'est tout le propos de mon livre. Il y a des tas de manières d'envisager, du coup, quand on prend conscience des problèmes, comment on résout ça. Vous pouvez très bien, par exemple, si vous êtes étudiant et que vous vous rendez compte que votre but, c'est de créer votre entreprise, vous continuez à rester dans le système. Moi, je fais pas partie. Il y a deux grandes écoles dans l'entrepreneuriat. Il y a celle qui consiste à brûler ses navires derrière soi, c'est-à-dire que voilà, vraiment, vous avez que deux choix, soit vous réussissez, soit vous mourrez. Et celui qui consiste à prendre des risques mesurés. Moi, je fais définitivement partie de l'école des risques mesurés. J'apprécie, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent qu'il faut brûler les navires derrière eux. Donc, ça veut dire que si vous êtes étudiant, par exemple, aujourd'hui, je ne vous dis pas de quitter vos études, absolument pas. Je vous dis juste, apprenez à apprendre, découvrez les découvertes que les neurosciences ont fait dans les dernières décennies, qui ne sont absolument pas implémentées à l'école sur les manières les plus efficaces d'apprendre. Ça va vous donner déjà un avantage énorme sur tout le reste de vos camarades qui ne s'intéressent pas à ça. Et puis, si l'entrepreneuriat vous intéresse, vous pouvez très bien créer votre boîte à côté de vos études, ce n'est pas un souci. En tout cas, mettre en place un test concret sur le terrain qui vous permet de valider votre idée, de voir s'il y a un vrai potentiel économique sans chambouler votre vie. Et je parle en connaissance de cause. Moi, quand j'ai quitté l'école à 18 ans pour créer ma boîte, je ne l'ai pas fait comme ça sur un coup de tête. J'avais fait une expérience qui me donnait la confiance nécessaire pour faire ça aussi jeune. En fait, avec un ami, on s'est rendu compte que on dépannait régulièrement des gens sur des problèmes qui leur paraissaient insurmontables et que nous, on résolvait comme ça. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça en fait? Et plutôt que de dire, ok, allez, c'est bon, on arrête les études, on va bosser pendant un an sur le projet, on va demander les financements et puis après on y va, ou ce qui aurait été risqué comme attitude, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience simple, efficace sur le terrain pour voir si on a raison ou pas, s'il y a un potentiel? On a passé une petite annonce dans un journal d'annonces local, tout simplement. C'était en 99, c'était encore en francs, donc ça a coûté 60 francs, à peu près 10 euros. Et on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois, donc ça fait quoi, 800 euros. Donc je veux dire, pour deux jeunes de 18 ans qui avaient 50 francs d'argent de poche par semaine, c'était pas mal. Et voilà, on a été voir les gens sur le terrain, on a vu que oui, on pouvait les dépanner, que oui, ils étaient contents, que oui, ils nous donnaient de l'argent dans nos mains. Et du coup, voilà, ça a vraiment validé notre hypothèse. Alors, mon ami, lui, a préféré continuer ses études. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est parfait. J'ai toutes les données qu'il me faut pour me lancer. J'arrête l'école et je crée mon entreprise. Donc, l'idée, c'est ça. Essayez de vous poser la question, quelle est l'expérience la plus simple, la plus efficace, la moins coûteuse en temps, en énergie, en ressources que je puisse mettre en place maintenant pour me confronter à la réalité du terrain, plutôt que de faire des plans sur la comète dans ma chambre en étant coupé de tout contact avec la réalité. Et d'ailleurs, à cette époque, je ne le savais pas encore, d'ailleurs ça n'existait même pas, mais je faisais du Lean Startup sans le savoir. Le Lean Startup, c'est une méthode qui a été inventée en 2008 dans la Silicon Valley, qui consiste exactement à faire ça, c'est-à-dire se confronter le plus vite possible à la réalité avec le minimum de coûts possible. C'est de mettre en place ce qu'ils appellent le produit minimum viable, donc une sorte de prototype, mais avec les fonctions quand même minimales qui vont intéresser les clients et de voir si ça marche ou pas. Et ça permet de gagner énormément de temps et d'éviter de passer des mois, des années à développer un produit pour se rendre compte trop tard que tout le monde s'en fout complètement. Et ça arrive même aux entrepreneurs les plus chevronnés, c'est arrivé à Steve Jobs par exemple et à bien d'autres, donc il faut se méfier de ça. D'accord, très bien. Alors, maintenant, on peut dire que tu as presque 20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Bah oui, c'est vrai, ça fait… Waouh, ça ne me rajeunit pas quand tu dis ça, mais c'est clair. Tout à fait. Alors, quelles sont d'après toi les habitudes gagnantes qui t'ont permis pendant toutes ces années à ne pas abandonner pendant des périodes difficiles et à surtout te développer en permanence et à t'améliorer sans cesse? Oui, bonne question. Il y a pas mal de choses, des habitudes, un état d'esprit déjà que moi j'avais assez naturellement, mais qui peut complètement s'acquérir. Une curiosité qui fait que je m'intéressais à des domaines divers et variés. Et c'est ce qui m'a permis aussi, tu vois, la première compétence que j'ai appris par moi-même, c'est l'informatique finalement. Ça m'a aussi donné confiance dans le fait que je pouvais apprendre des choses seul. Le fait d'être un bon sceptique, j'essayais au maximum, c'est-à-dire que… Et puis surtout de raisonner de la manière la plus fondamentale possible. Laisse-moi te donner un exemple. Pourquoi je dis ça? Quand je me suis lancé dans le projet de créer ma boîte à 18 ans, tu as plein de gens qui m'ont dit « Mais non, c'est pas possible, tu peux pas créer ta boîte à 18 ans. » Et quand je leur demandais « Mais pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Et ils me disaient « Il n'y a personne qui le fait. »
Et là, tu vois, on a un exemple de raisonnement circulaire qui ne s'appuie sur rien en fait. C'est parce qu'il n'y a personne qui le fait que ça ne se fait pas, et c'est parce que ça ne se fait pas que personne ne le fait. Ce n'est pas logique du tout. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais enfin, on peut s'en rendre compte en faisant attention, mais typiquement, on ne s'en rend pas compte. On est entouré en permanence de raisonnements circulaires comme ça qui nous paralysent dans nos actions. Et l'idée, déjà, c'est de raisonner un peu plus à partir de principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, les raisonnements circulaires sont complètement bannis, et il faut essayer de comprendre le fond des choses. Est-ce que je peux créer mon entreprise à 18 ans? Bah oui, je peux, légalement, j'ai le droit. Donc, qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce que beaucoup de gens le font? Non. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est possible. Donc, voilà. Est-ce que c'est facile? Non plus. Mais est-ce que j'ai des chances de créer aussi jeune? Oui. Tu vois, donc, il faut raisonner comme ça et comprendre que c'est même pas parce que personne ne l'a jamais fait avant que ça ne peut pas être fait. Je veux dire, il y a des tas de choses qui nous environnent. Les grands-parents de nos grands-parents auraient trouvé que c'était miraculeux. Tu vois, là, il y a une caméra qui me filme, on est sur Skype en ce moment même. Tu vois, j'ai un iPad avec qui montre en temps réel ce qui est affiché dans la caméra. Enfin, imagine les grands-parents de nos grands-parents, ils auraient pété un câble. Pour eux, c'était complètement impossible. Il n'y avait jamais personne qui avait utilisé la technologie comme ça jusqu'au moment où quelqu'un l'a fait. Il n'y a jamais personne qui avait volé dans les airs avec un avion jusqu'au moment où quelqu'un l'a fait. Donc aussi dire que c'est pas possible parce que jamais personne l'a fait, bah c'est pas logique en fait. Ce qui ne veut pas dire que voilà, si demain je te dis ok, il n'y a jamais personne qui a sauté dans le balcon, qui a réussi à voler, moi je vais le faire, ça va marcher non plus. Tu vois, il faut aussi raisonner sur les principes premiers de ok, le principe premier, la gravité, elle se fout complètement de tes théories et de ce que tu fais. Si tu sautes d'un balcon, tu vas tomber, ok, c'est clair. Donc il faut essayer de trouver un curseur là-dedans entre justement ouverture d'esprit et puis une certaine compréhension du monde pour pouvoir avoir le bon état d'esprit qui te fait agir de la bonne manière. Et après, tu as le bon scepticisme, c'est de dire, tu vois, et ça je ne l'ai pas acquis tout de suite, hein, c'est venu progressivement. Je dis toujours, contrairement aux bons et mauvais chasseurs, il y a une vraie différence entre les bons et les mauvais sceptiques. C'est que souvent, en fait, la différence, c'est que, tu vois, quand tu vas découvrir une méthode ou un truc qui te paraît trop beau pour être vrai, qui te paraît juste extraordinaire, la première action, souvent, ça va être de te dire, ok, ouais, c'est de l'arnaque, ou ok, c'est survendu ou c'est exagéré ou tu vois ça va peut-être marcher pour eux mais ça marche pas pour la plupart des gens, ça va pas marcher pour moi, d'accord. Et voilà, ça c'est la réaction de base et tout le monde là, et à la limite c'est sain, tu vois, il vaut mieux faire ça que d'être trop naïf. Mais derrière, ce qui va différencier le bon du mauvais sceptique, c'est que le mauvais sceptique va rester là-dessus, tandis que le bon sceptique, il va se dire, il n'y a qu'une seule manière d'être sûr, c'est de tester par moi-même pour voir si ça fonctionne pour moi ou pas. Et bien sûr que ce n'est pas possible de tout tester, c'est clair, mais c'est aussi ce qui, une grande partie du succès dans la vie est comment dire, corrélée à justement ce que l'on choisit de tester. Il y a des choses qui vont la peine, j'y arrive plus, je ne sais plus parler français à force de voyager, c'est comme ça. Il y a des choses qui valent la peine d'être testées en bon sceptique, où vous mettez vraiment en place une expérience dans votre vie pour voir si ça fonctionne ou pas. Et c'est lié à cette expérience, cette méthode que je vous ai partagée juste avant, qui est donc de mettre en place une expérience avec le minimum de coûts possible dans votre vie sans chambouler votre vie outre mesure. Donc voilà, c'est quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, hein. Je dirais aussi une autre habitude extrêmement importante pour les entrepreneurs, c'est d'être proactif à contrario d'être réactif. Donc réactif, c'est être toujours en train de réagir aux événements. Donc typiquement, voilà, mon Dieu, les prix augmentent, les impôts augmentent, mon salaire augmente pas, mon pouvoir d'achat baisse. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien, je réagis, je râle, je dis que c'est la faute du gouvernement et tout ça. Voilà, je me contente de réagir aux événements et je ne prends aucune mesure pour influencer ça. Je suis proactif et je vais dire ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de trouver des solutions. Est-ce que je peux créer un petit business à côté en auto-entrepreneur, maintenant en micro-entreprise, pour essayer d'avoir un complément de revenu? Est-ce que voilà, je peux peut-être vendre un peu des trucs inutiles qui sont dans mon grenier? Est-ce que je peux changer de pays ou aller dans un pays où il y a moins d'impôts, où la vie est moins chère? Je sais pas moi, au Portugal par exemple. Enfin, il y a des tas d'exemples. Tu vois, c'est toujours raisonner comme ça en disant ok, ouais, j'ai un problème, comment je peux me bouger les fesses pour résoudre le problème? Et les entrepreneurs, alors on est tous plus ou moins proactifs et réactifs, hein. Personne n'est à 100% proactif ou à 100% réactif, mais clairement, les entrepreneurs ont un curseur qui est beaucoup plus positionné vers le proactif que le réactif. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui a identifié un problème que les gens ont et qui va offrir de manière proactive une solution
à ce problème ou en tout cas une aide à la solution de ce problème. Voilà, et ça fait juste une différence énorme dans le succès que vous allez avoir dans la vie. Merci beaucoup. Quelles ont été les plus grosses erreurs, à ton avis, que tu as pu commettre lors de ton expérience d'entrepreneur? Oui, alors très bonne question. Déjà, alors la première erreur que j'ai faite, c'est, bon, tu sais, moi, j'étais très content de créer ma boîte à 19 ans, donc 1 an après avoir arrêté l'école. Mais clairement, ça n'a pas été facile de passer du statut de lycéen chef d'entreprise. J'étais extrêmement naïf. J'ai dû apprendre énormément de choses. Tu vois, j'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois. Donc là, finalement, j'ai fait des erreurs dans ma stratégie d'acquisition client. J'avais aucune idée de comment acquérir des clients. Parce que tu vois aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand je te disais que je faisais du lean startup sans le savoir, le fait est que bon, je ne savais pas vraiment ce que je faisais quand même. Alors, certes, j'ai fait une expérience sur le terrain, mais elle n'était pas en conditions réelles parce que c'était au black à l'époque. Aujourd'hui, alors il n'y avait pas de micro auto-entreprise à l'époque, donc voilà, probablement que j'en aurais créé une à l'époque, mais c'était pas possible, donc j'ai fait ça au black. Du coup, il n'y avait pas d'impôt, ça m'a permis de proposer un prix qui était largement en dessous des tarifs du marché. Et du coup, quand j'ai créé ma boîte, forcément, c'est pas les mêmes tarifs que tu peux mettre parce que tu as des impôts et tout ça. Je me suis rendu compte que le journal d'annonces que j'avais utilisé pour faire mon test, avec les prix que je proposais à ce moment-là, c'était plus possible en fait. Les gens répondaient pas aux annonces. Et donc, finalement, je n'avais pas d'idée de comment acquérir des clients. Et ça, maintenant, voilà, j'ai compris que quand on crée un business, il faut avoir une idée au moins à peu près claire. D'accord, c'est sûr qu'au début, ça va pas être super clair, mais il faut au moins avoir une stratégie établie pour essayer d'avoir des clients. Tu vois, donc une des erreurs que j'ai faites, c'est j'avais pas beaucoup de budget publicité. Alors déjà, je me suis fait arnaquer sur des magazines qui étaient vendus qui étaient juste distribués aux gens qui avaient payé la pub, donc aucun intérêt. Et j'avais un tout petit budget, donc je suis allé voir le journal le journal de ma région qui est la Voix du Nord, puisque moi je suis de Lille à la base. Et le seul truc que je pouvais me payer comme pub, c'était une pub dans la rubrique nécrologie, tu vois. Donc le truc quand même qui n'a pas grand chose à voir avec l'informatique. Et donc, je peux te dire un truc, c'est que j'ai jamais mon ROI n'était pas de positif, ça c'est clair. J'ai eu que quelques clients, tous des personnes âgées, parce que évidemment la plupart des gens qui lisent la rubrique nécrologie, c'est les personnes âgées, hein, c'est logique. Et donc voilà, ça n'a pas été extraordinaire. Donc voilà, c'est juste pour te dire, je courais comme un poulet sans tête. Donc première erreur que j'ai faite. Ensuite, quand même, donc j'ai réussi à mettre la tête en dehors de l'eau suffisamment longtemps pour que quand même j'arrive à apprendre comment avoir un business rentable. Donc super, la deuxième année, ça se passe beaucoup mieux. Du coup, je commence à faire mon premier recrutement. Et là, évidemment, je me rends compte que le recrutement, le management, c'est toute une autre dimension. Et que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. Mon premier employé, je l'ai bien recruté, mais j'ai très mal managé. Il est parti au bout de 2 mois ou 3 mois. Ma deuxième employée, c'était une catastrophe. Elle a failli me coûter un procès énorme parce qu'elle a fait une énorme bêtise chez un client. J'ai dû m'en séparer au bout de, 2 semaines dans la période d'essai. Voilà. Donc, pour te résumer tout ça, j'ai fait 2 grosses erreurs pendant mes premières années. C'était que, j'adorais lire, mais je ne lisais pas de livres de business. Parce que je me sentais tellement intelligent d'avoir créé ma boîte aussi jeune que j'avais l'impression que j'avais plus jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit, ce qui était vraiment évidemment une connerie monumentale, ça c'est clair. C'était une des plus grosses erreurs de ma vie. Et aussi, ça venait du fait que jamais personne ne m'avait dit lis des bouquins de business, c'est intéressant. C'est juste, on m'avait pas dit. Donc voilà, des fois, tu sais, on a tous eu des fois des gens qui t'ont dit un truc, c'est super simple et bête, sauf que tu n'y avais pas pensé toi-même. Tu vois, et là, j'y avais pas pensé tout seul. Donc j'ai mis 8 ans après avoir créé ma boîte avant de lire mon premier livre de business qui était La semaine de 4 heures. Et du coup, le corollaire de ça, c'est que comme je n'avais pas d'éducation en entrepreneuriat, voilà, j'ai fait une erreur très commune parmi les entrepreneurs, c'est de croire que parce que j'avais les compétences techniques, j'avais les compétences nécessaires pour diriger une boîte. En fait, tu peux être un très bon plombier et un très mauvais dirigeant de société de plomberie. Parce que ce n'est pas la même chose. Quand tu es dirigeant, tu dois être stratège, tu dois être manager, tu dois être recruteur, tu dois être gestionnaire.
Et tout ça, ça s'apprend et c'est pas forcément facile. Après, voilà, j'ai quand même réussi à avoir une boîte qui me permettait de vivre, d'avoir un salaire qui était largement au-dessus de celui de mes potes qui continuaient leurs études, de me former, de vivre une aventure extraordinaire. Je ne regrette pas à ce niveau-là, tu vois. Mais je veux dire ce que je veux dire, c'est que j'aurais gagné énormément de temps si je m'étais bien formé. Et c'est aussi ça, tu vois, qui m'a poussé à écrire mon bouquin. C'est que je me suis dit, une de mes missions, c'était d'écrire le livre que j'aurais aimé avoir à 19 ans quand j'ai créé ma première boîte et qui m'aurait évité de faire toutes ces erreurs qui m'ont coûté énormément de temps. Et donc voilà, je me suis retrouvé finalement à avoir une approche technicienne et je me suis rendu compte, tu vois, au bout de 5 ans, que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre, en fait, c'était devenu une prison. Pourquoi une prison? Parce que j'y travaillais 60-70 heures par semaine, c'était ma seule source de revenus. Je ne voyais pas comment diminuer mon temps de travail sans mettre en péril la rentabilité. Je ne voyais pas comment la vendre. Et en tant que gérant d'entreprise en France, je n'avais pas le droit au chômage. Donc je me suis dit, merde, c'est dingue. J'ai créé ça pour être libre et c'est vrai que ça m'a donné une certaine liberté. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais avoir un meilleur équilibre de vie et je ne peux pas. Je suis prisonnier de ma boîte. Et j'ai mis plusieurs années avant de trouver des solutions. Solutions que j'ai fini par trouver et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, entre autres. Mais voilà, donc on pourrait en parler longtemps. J'ai fait beaucoup d'autres erreurs, mais voici les principales. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est que tu n'as pas abandonné malgré les erreurs, malgré les difficultés. Et ce qui t'a amené quand même aux victoires que tu as pu connaître plus tard. Donc, quelles sont les victoires dont tu es le plus fier, Olivier, aujourd'hui? Écoute, je suis quand même extrêmement fier d'avoir créé ma boîte aussi jeune, de quand même en avoir fait un succès, parce que je l'ai revendu sous forme de 3 portefeuilles clients au bout de 10 ans. D'avoir, tu vois, alors je vais peut-être les faire dans l'ordre, j'avais publié une nouvelle de science-fiction chez L'Harmattan, donc un éditeur assez prestigieux en 2006. Ensuite j'ai revendu ma première boîte. Après que ma deuxième entreprise a commencé à bien marcher, aujourd'hui j'ai une boîte extraordinaire. On l'a dit tout à l'heure, j'inspire des centaines de milliers de personnes chaque mois. Je voyage plus de 6 mois par an depuis 2011. Je gagne ma vie plus que dans tous mes rêves les plus fous. Enfin, c'est juste incroyable. Je suis extrêmement fier. Tu vois, alors j'étais en 2012. Je vais te raconter un peu pourquoi. Parce que c'est ça, c'est ce dont je suis plus fier, mon livre en fait. En 2012, je suis exactement dans la situation que je t'ai décrite. Une boîte extraordinaire, la liberté totale, je gagne beaucoup d'argent, j'influence positivement beaucoup de gens. Et je me dis, c'est dingue, ok, c'est génial. J'aurais jamais cru que je puisse atteindre un tel niveau. Ok, maintenant, c'est quoi l'étape suivante, toi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu as accompli tous tes rêves, tu fais quoi maintenant? Et j'ai regardé la pyramide de Maslow, donc je suppose que tu connais, tu sais, c'est la pyramide de besoins. Donc tu dois d'abord couvrir tes besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc. Ensuite, tu vas régler le problème d'appartenance, de sécurité, etc. Et moi, je me suis dit, ok, comment je peux aller dans les degrés les plus hauts de la pyramide? Et qui sont la contribution? Qui sont la contribution? Les degrés les en plus gros, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'accomplissement de soi et l'apport au monde en fait. Et donc je me suis dit comment je peux me réaliser et apporter un maximum de valeur au monde. Et je me suis dit mais j'ai toujours rêvé d'être auteur. Donc je vais créer mon chef-d'œuvre en fait. Je vais écrire un livre celui que j'aurais aimé avoir à mes 19 ans, le guide pour les rebelles intelligents. Je vais tout donner dedans et ça va me permettre de m'accomplir et d'apporter un maximum de valeur au monde. Voilà. Et je l'ai fait en connaissance de cause comme ça, tu vois. Alors, et attention, je ne suis pas en train de dire mon livre est complètement imparfait, hein, d'accord. Surtout la première édition, il y avait beaucoup de répétitions, c'était un peu trop gros. Même la deuxième, que j'ai quand même pas mal réduit, elle est quand même assez importante. Vous pouvez vous en servir pour votre muscu le matin, tu vois. Mais j'ai tout donné dans ce livre. J'ai passé 4 ans de ma vie, alors pas à temps complet bien sûr, mais quand même. Il y a plus de 400 références scientifiques dans le livre, donc c'est extrêmement documenté. Et voilà, j'ai vraiment fait tout ce qui était en mon pouvoir pour donner le maximum de valeur. Et je pense que c'est ce qui explique en partie son succès. Et voilà, donc je suis extrêmement fier de ce livre, clairement. Et puis voilà, la deuxième édition, j'ai eu l'immense honneur que Xavier Niel en fasse la préface. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est génial, ouais. Donc voilà quelques-unes des choses pour lesquelles je suis très fier. Je sais que tu t'es beaucoup inspiré dans tes débuts du livre de Tim Ferriss, La semaine du 4 heures. Absolument. Oui. Je sais que tu prêches aussi l'efficacité, la productivité, le 20-80. Or, aujourd'hui, quel est réellement ton rythme de travail? Est-ce qu'on peut se permettre de travailler que 4 heures dans la semaine? Ah mais tu sais, moi j'ai fait une interview de Tim Ferriss, d'ailleurs je suis le seul francophone a priori qui réussit à l'interviewer et je lui ai posé la question, tu vois, parce que en fait
il y a beaucoup de gens qui critiquaient le bouquin en disant mais oui mais c'est impossible de travailler 4 heures par semaine. Et je leur disais mais les gars, vous avez même pas lu le livre. Le livre c'est pas à propos de travailler 4 heures par semaine. Le titre c'est un titre marketing. Tim Ferriss l'explique dans le bouquin. Donc en fait tous les gens qui te disent que c'est pas possible, c'est juste qu'ils ont mal lu le bouquin. Donc c'est un excellent signe qu'ils savent pas de quoi ils parlent en fait déjà. Donc j'ai posé la question directement à Tim Ferriss. Je lui ai dit tu dis que c'est un titre marketing dans le bouquin, que c'est pas à propos de travailler 4 heures par semaine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il me dit ah oui absolument. L'objectif du livre c'est de multiplier par 10 ta productivité, enfin pas ta productivité, ton output, c'est-à-dire ce qui sort de ta productivité et de pouvoir te consacrer à ce que tu aimes vraiment. Et je lui ai demandé, est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler 4 heures par semaine? Il m'a dit, il y a eu un moment dans ma vie, quand j'étais en Argentine, tout ça, j'étais à 6 heures par semaine, tu vois. Mais donc même lui, il n'était pas à 4 heures par semaine. Lisez le bouquin, les gars. Lisez, c'est marqué que le titre, il l'a trouvé après avoir fait des tests sur AdWords. Et sinon, il n'y a aucun autre moment dans le bouquin où il vous dit, vous allez travailler 4 heures par semaine. Donc, moi-même, je n'ai jamais travaillé 4 heures par semaine et je n'ai jamais prétendu le contraire en fait. En gros, j'ai une différence, si tu veux, dans mon rythme de vie entre les moments où je voyage et les moments où je ne voyage pas. Quand je ne voyage pas, je suis entre 30 et 40 heures par semaine. Quand je voyage, je suis entre 10 et 15. Donc voilà, comme en moyenne, je suis à 6 mois par an, tu calcules, ça doit faire 20-25 heures de travail par semaine, ce qui est quand même très raisonnable. Et là, en plus, ces 12 derniers mois, j'étais même en voyage 9 mois. Alors là, c'est juste énorme. Mais ça compte pas trop. On va quand même rester sur le 6 mois parce qu'il y avait 2 mois où j'étais posé à Montréal. Donc, j'étais plus en mode travail qu'autre chose. Donc voilà, c'est assez raisonnable. Et voilà. Et franchement, je vais te dire quelque chose. Il y a rien, enfin, il y a très très peu de moments où j'ai vraiment l'impression de travailler parce que quasiment tout ce que je fais, j'adore en fait. Ça rejoint, tu vois, je crois que c'est un proverbe de Confucius qui disait trouve un boulot qui te plaît et tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Il y a du vrai là-dedans. Et puis, tu vois, je suis comme beaucoup d'entrepreneurs, finalement, j'ai un style de vie aujourd'hui qui fait que la ligne est parfois difficile à mettre sur travail versus non-travail. Je vais te donner un exemple, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, un moment, en 2014, j'ai passé 2 mois aux Philippines, dont un mois dans le petit village d'El Nido au nord de Palawan, qui est le paradis sur terre, t'imagines, eau transparente, turquoise, sable fin, etc. etc. Et il y avait des moments où je me retrouvais l'après-midi à la plage et je lisais sur mon Kindle des bouquins qui étaient liés au sujet de mon bouquin. C'est-à-dire que c'était des livres que je lisais parce que je faisais des recherches pour mon livre. Maintenant, je te pose la question. J'étais en train de bronzer sur ces plages de sable fin à côté de l'eau turquoise, en train de lire des bouquins de pratique. Est-ce que j'étais en train de travailler ou pas? Tu investissais dans ton esprit? Non. Ok, mais est-ce que j'étais en train de travailler? Non, c'est plutôt du plaisir. Voilà. Donc, tu vois, alors, moi, j'ai posé cette question à beaucoup de gens, entrepreneurs ou pas, et quasiment tout le monde a une réponse différente. Mais c'est vrai que grosso modo, il y en a qui vont dire oui, c'est du boulot, d'autres qui vont dire non, tu vois. Mais je vais te dire un truc. En tout cas, moi, je ne le ressentais pas du tout comme du travail. J'étais en train de passer un excellent moment sur la plage. De toute façon, j'adore lire, de toute façon, j'adore apprendre. Et voilà, dès que je voulais, j'allais piquer une tête ou manger une glace. Et puis voilà, donc j'étais vraiment en train de kiffer le moment. Donc clairement, pour moi, je ne ressentais pas ça comme du travail. Donc tu vois, c'est aussi ce que je veux dire. C'est que arriver à certains niveaux aussi, quand tu es à la tête de ton entreprise, tu as des trucs, ça dépend de l'approche, ça dépend de comment tu vois les choses. Hein. Donc clairement, là, je ne comptais pas ce temps de lecture dans mon temps de travail. Voilà. Enfin voilà, donc c'est pour te dire un petit peu mon rythme aujourd'hui, tout simplement. Alors, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Et je pense que tu ne vas pas me contredire. Alors, je sais que tu trouves beaucoup de côtés positifs à ce mode de vie, mais il y a aussi des côtés négatifs. Lesquels d'après toi? Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord sur le fait de dire que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, tu sais, parfois, une des objections qu'on me donne, c'est « Mais Olivier, tu te rends pas compte? Mais si tout le monde devient entrepreneur, la société va s'effondrer. C'est pas possible. Ça va être une catastrophe pour la civilisation. » Et ça me fait toujours rigoler parce que je dis à ces gens « Mais attendez, imaginez que vous voyez un pompier dans une émission de télé qui est super passionné par son métier et qui vous dit voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui devraient devenir pompiers, c'est un métier passionnant, on a besoin de pompiers, etc. Et qu'on lui dise mais monsieur, vous vous rendez compte, si tout le monde devient pompier, mais c'est pas possible, la civilisation va s'effondrer. Enfin, là dans ce cas précis, on voit à quel point c'est ridicule en fait, c'est complètement ridicule comme objection. Donc c'est tout. Il y a plein de gens qui pourraient devenir entrepreneurs comme il y a plein de gens qui pourraient devenir pompiers, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont le faire.
Tu vois, ce que dit The Family, qui est un incubateur de start-up très connu en Europe, ils disent « Everyone can be an entrepreneur, but not anyone can be ». Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est que les entrepreneurs, ils peuvent venir de nulle part, enfin de nulle part, de n'importe où, c'est ce que je voulais dire, de n'importe où, donc de n'importe quel milieu social, de n'importe quel niveau d'éducation, de n'importe quel pays. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde peut le devenir. Donc, déjà, il faut le vouloir. Et c'est comme pour tout, il y a des gens qui ont la capacité de devenir champion olympique, mais ils ne veulent pas. Donc voilà, ils ne veulent pas s'emmerder, pourquoi pas. Et puis ensuite, il faut avoir le bon état d'esprit, tout ça. Ça s'acquiert, je pense, en grande partie. Il faut être proactif, il faut avoir tous ces traits d'esprit, ces habitudes de pensée que j'ai décrites avant. Ça s'acquiert, mais tout le monde ne va pas vouloir forcément le faire. Et il faut être prêt, malgré tout. J'ai parlé depuis tout à l'heure du fait de prendre des risques mesurés, de mettre en place des tests avec le minimum d'efforts et d'énergie et d'argent dedans. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas faire d'entrepreneuriat si vous n'êtes pas capable de prendre un minimum de risques. C'est impossible. Parce qu'il y a toujours une prise de risque, c'est sûr. Et il y a des astuces, des stratégies pour diminuer vos risques et augmenter vos chances que vous réussissiez. J'en parle justement dans la deuxième partie du livre. Mais vous ne pourrez jamais évacuer le risque. Et c'est ça aussi qui fait tout le sel de l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait le plaisir. C'est que ça vous fait un peu peur. C'est comme quand vous sautez en parachute pour la première fois ou même la deuxième. Il y a un risque. Il peut se passer un problème, le parachute ne doit peut-être pas se déployer, vous allez vous choper l'hélice de l'avion ou que sais-je encore, vous allez vous prendre un arbre, c'est possible, mais les chances sont quand même faibles et c'est ça qui fait que c'est excitant. Donc voilà, mais si ça ne vous excite pas et que vous êtes très content de ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Et il y a des gens qui sont extrêmement heureux en étant employés et ça ne me pose absolument aucun problème. C'est tant mieux pour eux. Et il y a des gens aussi qui sont intrapreneurs, c'est-à-dire qu'ils bossent dans une boîte souvent assez grosse et ils sont comme des entrepreneurs mais à l'intérieur de leur boîte. Ils vont aller voir leur patron et ils ont suffisamment la confiance du patron pour qu'ils lui disent voilà le projet que j'ai, donne-moi un budget, donne-moi une équipe et on y va. Et ils vont faire comme une boîte mais à l'intérieur de la boîte et ça marche aussi. Je veux dire, il y a des tas de manières d'être un rebelle intelligent et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit aussi que ça passe par la création mais ce n'est pas forcément la création d'un business, ça peut être la création artistique ou d'autres choses. Donc voilà, oui, clairement, mais voilà, il faut aussi se rendre compte de quelque chose. Je partage les chiffres tout au début, alors bon, je n'ai pas feuilleté parce que ça va me prendre trop de temps, mais quand il y a une étude de Gallup qui est un institut de sondage avec une réputation mondiale, ils ont enquêté auprès de 200 000 employés dans le monde entier pour savoir s'ils aimaient leur job ou pas. Les résultats sont catastrophiques. De mémoire, dans le monde, il y a peut-être quelque chose comme 20% des gens qui sont passionnés par leur boulot. D'accord, quelque chose comme aussi 15 ou 20% de gens qui haïssent activement leur job et tout le reste au milieu, ils ne l'adorent pas, ils ne détestent pas, ça va quoi. Quand on y pense, c'est le plus grand échec de la société moderne. Alors certes, il n'y a pas si longtemps, 90% de la population devait aller travailler au champ et ce n'était pas non plus super fun, c'est vrai. Mais déjà, il faut se rendre compte que c'est que depuis la révolution industrielle qu'il y a une obligation de travailler un certain nombre d'heures par semaine. Lorsque la plupart des gens étaient paysans avant la révolution industrielle, en gros, les gens travaillaient beaucoup l'été pour récolter tout ça et l'hiver, c'était beaucoup moins de travail. Et donc typiquement, sur l'année, quand on fait le calcul, les gens travaillaient en moyenne 25 heures par semaine sur l'année. Beaucoup moins qu'après. Donc voilà, il faut mettre tout ça en perspective. Je veux dire, vous pouvez tout à fait être épanoui dans votre métier. Et d'ailleurs, on entend à tous les coins de rue. C'est super important, il faut que tu sois passionné par ce que tu fais, comme ça tu vas kiffer ta vie. Mais regardez autour de vous, combien de gens vous connaissez sont vraiment passionnés par leur travail? Clairement, ce n'est pas la majorité. Et pour la plupart des gens pas passionnés, alors oui, ils peuvent essayer de trouver un boulot qui les passionne, mais je pense que pour eux, ça serait sans doute quelque chose à explorer d'intéressant et quelque chose qui potentiellement peut leur apporter plus que de créer leur propre boîte parce que non seulement vous pouvez créer une boîte dans un domaine qui vous passionne, mais vous pouvez aussi être passionné par l'entrepreneuriat. Mais après, voilà, c'est peut-être pas fait pour vous non plus. Dans ce cas-là, c'est OK. C'est OK. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'en francophonie, en France, en Belgique, un peu moins en Suisse, un petit peu moins au Québec, il y a un manque criant d'état d'esprit entrepreneurial. C'est surtout vrai en France, même en Belgique ça va encore, parce qu'il y a ce côté flamand, très commerçant, etc. Qui fait que, voilà, et ça vient en partie du fait que les entrepreneurs ne sont pas encouragés. On revient tout à l'heure, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le problème du système éducatif. Et c'était aussi une de mes missions avec ce livre, tu vois, je me suis dit, il y a des tas de braises
qui sont prêtes à prendre aujourd'hui en France et qui peuvent vraiment faire un feu magnifique, tu vois, fort, plein de lumière et de chaleur. Mais le problème, c'est que ces braises, on les a mouillées toute leur vie. Et mon ambition avec ce livre, c'est juste d'être, pour certaines de ces braises, être juste la petite brise qui fasse en sorte qu'elles prennent, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui pensent qu'elles ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, c'est juste qu'elles ont, voilà, ces personnes ont été mouillées toute leur vie. Elles ont juste besoin de la petite brise et ça va partir. Alors, quels sont les 3 conseils que tu veux donner aujourd'hui à un salarié qui aimerait se lancer dans la création d'entreprise? Oui, bah écoutez, déjà, formez-vous un minimum. Je vous invite à lire mon livre, évidemment. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, je l'ai déjà cité à peu près 17 000 fois et je le cite aussi 17 000 fois dans mon livre, donc n'hésitez pas, je vous le recommande fortement. Et un autre livre très intéressant sur l'entrepreneuriat, le mythe de l'entrepreneur de Michael Gerber. Alors en français, c'est s'écrit Gerber. Désolé, c'est comme ça que c'est marqué son nom. Donc voilà, mais en anglais, c'est Gerber. Voilà, c'était aussi publié chez mon éditeur. 3 excellents livres. Bon, mon livre, voilà, vous faites votre propre opinion. Vous pouvez aller voir aussi les commentaires sur Amazon. La semaine de 4 heures et The E-Myth, donc le mythe de l'entrepreneur de Michael Gerber. Juste 2 livres exceptionnels qui ont changé ma vision de l'entrepreneuriat. Donc formez-vous déjà. Ensuite, essayez de mettre en place. Donc, si vous n'avez pas d'idée, mettez-vous en quête d'idées. Une chose intéressante, tout à l'heure, je vous ai dit, ce qui distingue notamment les entrepreneurs des autres, c'est qu'ils sont plus proactifs et que notamment, ils essaient de trouver des solutions aux problèmes. Il y a tellement de boîtes qui ont été créées en se basant sur des frustrations existantes. Je vous invite à mettre en place un radar, un moteur de recherche à frustration autour de vous. Dès que vous entendez quelqu'un qui râle, qui se plaint, qui dit « Ah là là, ils n'arrivent pas à gérer ça que vous-même, vous voyez que vous êtes en train de râler, eh bien, notez ça immédiatement sur votre smartphone ou dans un carnet, parce que ça peut être une idée de business potentielle. Voilà. Et mettez-vous de toute façon en quête d'idées. Vous pouvez aussi utiliser la machine à voyager dans le temps. Comment on fait ? Vous allez voir ce qui se passe aux États-Unis. Typiquement, aux États-Unis, il se passe des trucs qui vont arriver que dans 3, 4, 5 ans en Europe. Vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez aller aux Philippines, vous pouvez aller en Inde, vous pouvez aller dans des pays en voie de développement ou peut-être même en Afrique où il y a des trucs qui existent chez nous depuis très longtemps qui n'existent pas encore là-bas, etc., etc. Et ça peut aussi vous donner des idées de business. Et pour ceux qui ont… Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, essayez de mettre en place comme ça un test facile, rapide, efficace pour pouvoir tester avec le minimum de moyens possible votre idée. Et aussi, allez dans la chambre de commerce et ou la chambre de métier de votre ville. Alors, je ne sais pas quels sont les termes en Suisse, Belgique et au Québec, mais bon, l'équivalent. Et vous leur dites, voilà, je veux créer ma boîte, qu'est-ce que je dois faire? Et ils vont vous donner une liste d'organismes d'accompagnement. Allez tous les voir, ok? Vous allez tous les voir, vous leur dites, voilà, j'ai ce projet-là. Et vous allez voir, alors ces gens-là ne sont pas parfaits, il y a des tas de trucs qu'ils ne maîtrisent pas, mais il y a aussi des tas de trucs qu'ils maîtrisent très bien. Et il ne faut jamais rester seul dans son coin en tant qu'entrepreneur. Connectez-vous à ce réseau-là. Et puis, vous vous connecterez aussi à des gens qui créent leur boîte comme vous au même moment et ça va vous aider énormément. Et puis, quand je vous dis vous former, il n'y a pas que les bouquins. Aujourd'hui, on a la chance extraordinaire d'avoir la plupart des auteurs contemporains qui ont leur chaîne YouTube, leur blog. Allez les suivre aussi, suivez un petit peu leurs enseignements et voyez. Et ce qui est génial aussi, c'est que l'époque où on était bloqué avec des profs qui n'avaient jamais pratiqué ce qu'ils enseignaient. Donc typiquement, des profs d'entrepreneuriat, déjà il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, la proportion de profs d'entrepreneuriat qui ont créé leur boîte, elle est extrêmement minime. Donc voilà, là aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à des vrais entrepreneurs, des gens qui ont créé leur boîte et qui savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est juste une chance extraordinaire. Super, super, c'est très, très, très intéressant. Olivier, aujourd'hui, quelle est ta définition de la réussite ? Bah écoute, réussir pour moi, c'est un mélange d'accomplissement de soi et d'apport de valeur au monde. On peut très bien avoir réussi personnellement, tu vois, dans un business qui cartonne. Et je vais donner l'exemple d'un camarade avec qui j'échange régulièrement, dont je respecte les accomplissements, mais pas l'industrie dans laquelle il est. Et il le sait, hein, j'en ai déjà parlé. Parce que tu vois, extérieurement, c'est une success story incroyable. Le gars, il est né dans une banlieue défavorisée, il n'a pas beaucoup d'éducation, je crois qu'il n'a même pas le brevet des collèges. Voilà, donc le gars, il avait rien. Bon, j'exagère un peu, mais il n'avait pas grand-chose pour lui au départ.
Et il a bâti une entreprise qui rapporte des millions et des millions d'euros chaque année, qui est entièrement dans le cloud, qui lui permet de vivre où il veut. Là, aujourd'hui, il a un empire immobilier, etc. etc. Donc, magnifique success story. Si tu t'arrêtes là-dessus, tu te dis « Waouh, incroyable, c'est vraiment fou ». Sauf que son business, c'est les casinos en ligne, tu vois. Et bon, voilà, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte comme valeur concrètement, les casinos en ligne, quoi? Qu'est-ce que ça change dans l'humanité? En quoi ça va faire que le monde sera meilleur quand tu l'auras quitté que quand tu es arrivé, quoi? Ben, écoute, j'ai un peu de mal à trouver. Franchement, je trouve que ça apporte pas de valeur, en fait, que ça apporte une valeur négative. On sait bien que les casinos, c'est conçu pour que ce soit la maison qui gagne et pas les joueurs. Que ça rend des gens addicts. Enfin, voilà. Donc, là, je trouve que c'est un semi-accomplissement. C'est un accomplissement personnel, oui, mais ce n'est pas un accomplissement qui va augmenter ton estime de toi. Ou alors, tu vas devoir rationaliser et voilà. Donc, tu vois, pour moi, avoir du succès, c'est être sur les deux tableaux en même temps. Accomplissement personnel et apport de valeur. Après, voilà, je veux dire, la réalité est complexe. Tu vois, si demain il s'appuie sur l'argent qu'il a gagné pour créer un truc qui apporte de la valeur, je pense que grosso modo, ça sera positif son apport au monde. Peut-être aussi si il fait beaucoup de donations à des œuvres caritatives, tu vois, j'en sais rien. C'est complexe. Mais ouais, je préfère que mon business, naturellement, il apporte de la valeur plutôt qu'il en retire, tu vois. Voilà. Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement. On peut avoir une réussite financière, mais qu'est-ce qu'on a fait pour rendre notre environnement proche, notre environnement un peu plus éloigné, un peu meilleur? En fait, notre contribution est très importante aussi dans l'épanouissement personnel. Olivier, un dernier mot. Quels sont tes projets dans les années à venir? Je sais que ton livre est de nouveau réédité parce que c'est un best-seller maintenant. Oui. Bah écoute, on a dépassé les 70 000 exemplaires avec le livre, donc j'espère qu'on va atteindre les 100 000 avec la deuxième édition et cette magnifique préface de Xavier Niel. Et puis là, le livre, donc il y a un contrat qui a été signé avec une grande maison d'édition américaine qui va le publier en anglais probablement fin 2020, début 2021. Donc ça va être le grand projet des mois et des années à venir. Et ça va être juste extraordinaire. Merci beaucoup pour ces conseils précieux, pour ton retour d'expérience, pour ta bienveillance et générosité également. Merci. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Si j'ai pu donner un petit peu d'inspiration à ton audience, ben voilà, je suis content. Je pense que tu nous as donné beaucoup d'inspiration et de quelque part de feu, de détermination pour continuer et surtout pour ne pas se perdre sur ce chemin épineux qu'est l'entrepreneuriat. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous très vite avec un autre invité surprise, une personne inspirante qui a compris qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on est capable d'accomplir. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo mon livre « Créer un bien d'exception ». Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci encore une fois Olivier d'avoir partagé 1 heure de conseils précieux avec nous. Et aussi je te souhaite énormément de succès dans tes futurs projets. Merci. Salut. Salut, bye bye.